conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Questions Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Alors le sujet de notre émission du jour, c'est l'économie des territoires. Quels défis, quelles perspectives pour nos territoires, nos terroirs. Alors bien sûr, le pays de Bray, le pays de Caux, le pays d'Ouche, le pays d'Auch pour la Normandie, le pays de Ré, la Cornouaille, le Léon, Trégor pour la Bretagne, et encore à travers la vaste France, le Rouergue, le Quercy, le Gâtinais, les Corbières, le Béarn, le Forez, les Maures, etc. Douce poésie de nos pays de France, douce consonance qui fleurbon le vin, la gastronomie, les traditions, le folklore et les accents. Nous appelons aujourd'hui territoire ces ensembles géographiques cohérents où se déploient des communautés de destin et où se jouent des défis économiques particuliers que l'on peut resituer dans le cadre plus vaste de ce que l'on nomme l'aménagement du territoire. Alors non, il n'y a pas Paris et le désert français, il y a un pays, la France, et des pays de France, des territoires qui s'organisent et cherchent chacun leur modèle économique singulier, et ceci au cœur de fortes disparités. Alors pour parler de ce sujet passionnant, je reçois aujourd'hui dans ce studio Nicolas Portier, l'un des principaux spécialistes français des enjeux territoriaux. Bonjour Nicolas Portier. Bonjour. Alors je vais vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs. Vous êtes juriste de formation, vous êtes titulaire d'un DEA de sociologie et diplômé de Sciences Po Paris. Vous êtes aujourd'hui consultant indépendant, après avoir été pendant 18 ans, et jusqu'à récemment, délégué général de l'Association des intercommunalités de France. Et vous avez été à ce titre au cœur de tous les enjeux territoriaux, avec une vision globale, puisqu'il s'agissait de toutes les intercommunalités de France. Vous enseignez aujourd'hui aussi les stratégies économiques territoriales à l'école urbaine de Sciences Po. Oui. Alors quelle est la différence entre Sciences Po et école urbaine de Sciences Po en deux mots ? Sciences Po est maintenant réorganisée en différentes écoles. École d'affaires publiques, école d'affaires internationales, et il y a une école un peu spécialisée des questions territoriales. D'accord, et c'est à ce titre que vous y enseignez. Vous êtes actuellement président du Cercle pour l'aménagement du territoire. Vous êtes un auteur aussi, vous avez écrit en 2001 un livre intitulé « La politique des pays ». Je viens de citer un certain nombre des pays de France avec beaucoup de plaisir, je dois dire. C'était à la Documentation française, dans la collection Territoires en mouvement. Et vous avez écrit bien sûr de nombreux articles dans des revues spécialisées. Donc je ne vais pas toutes les citer parce que sinon on va y passer 55 minutes d'émission et ce serait un petit peu lassant pour nos auditeurs. Alors Nicolas Portier, assez jeune, après vos études, vous vous êtes intéressé à ces questions territoriales. Vous êtes entré à la DATAR, la fameuse DATAR, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui avait été créée en 63 sous l'ère de Gaulle-Pompidou et qui est devenue en 2005 la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires. Et je crois que cette DATAR, il y en a beaucoup qui la regrettent. Pourquoi ? Parce que je pense que nous retrouvons des enjeux territoriaux, nous sommes face à des malaises territoriaux qui remettent un peu au goût du jour ou à l'agenda cette politique d'aménagement du territoire qu'on a pensé plus nécessaire dans les années 2010-2015. En effet, la DATAR a disparu, elle a été transformée, on l'a remplacée par des agences, les agences ont été très à la mode. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a un peu un problème de boussole territoriale pour conduire un certain nombre de chantiers tels que notre transition énergétique, écologique, notre réindustrialisation, et il y a des malaises, des tensions entre les différentes catégories de territoires. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc en effet, il y a une petite nostalgie de la DATAR. Alors moi, j'ai eu la chance de rejoindre cette administration en sortant de mes études, à un moment donné où se relançait un grand débat pour l'aménagement du territoire. Nous étions au milieu des années 90, la France traversait une période d'incertitude, de difficultés dans ses banlieues, de préparation de l'union monétaire, de difficultés de récession économique. Nous avions des inquiétudes territoriales à l'époque et le gouvernement Balladur a lancé un grand débat qui s'est traduit par une loi dont nous venons de fêter les 30 ans. Cette loi d'orientation a un peu organisé notre territoire pendant 30 ans. On voit bien qu'il est besoin aujourd'hui de la remettre au goût du jour. Mais en tout cas, elle a bien servi cette loi d'orientation. Et les préoccupations d'aménagement du territoire reviennent un petit peu en une de l'actualité avec, à mon grand plaisir, un nouveau ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Car on ne peut plus penser on ne peut plus penser séparément, aménagement du territoire et décentralisation. Alors vous disiez, dès après vos études, vous êtes plongé
dans le grand bain de l'aménagement du territoire. Très jeune donc. Et alors, comment ça vous est venu? Alors c'est une vocation, une conseillère d'orientation, une rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est typique de la sortie de Sciences Po ou certains de Normal Sup. On cherche souvent des jeunes comme ça, diplômés, sachant écrire, et le grand débat, nécessité des discours, nécessité des synthèses. Et voilà, et par un ami qui était dans les cabinets ministériels, ils m'ont fait savoir qu'ils cherchaient des plumes, et j'ai été au départ, en effet, recruté sous ce format, mais il se trouvait que j'avais toujours envie de conduire une thèse, réaliser une thèse, que j'ai consacrée au départ, sans jamais la finir, à cette relance de l'aménagement du territoire. Et donc je gardais un pied dans les laboratoires de recherche avec les équipes à l'époque de Michel Crozier, du Centre de sociologie des organisations, qui avaient beaucoup travaillé ces questions-là. Donc j'étais à la fois passionné par le sujet, de la décentralisation, des collectivités, la géographie française. Et donc cette relance du grand débat, j'avais envie d'en être, et il se trouve qu'il y a eu une occasion pour moi, d'abord de rentrer un peu comme plume, avec un statut un peu semi-extérieur, puis après, petit à petit, d'animer des groupes de prospective, et ensuite de rentrer à plein temps, de participer un peu à la préparation de ces lois et leur mise en œuvre. Une plume, alors un scribe en quelque sorte. Je vous demande pas si c'est une bonne situation. Alors on va commencer dans une première partie à parler des disparités socio-territoriales ou socio-géographiques françaises. Vous avez beaucoup travaillé sur la cartographie globale de nos territoires. Alors je disais en introduction, c'est pas Paris et le désert français, mais plutôt les grandes aires urbaines et, voire contre, peut-être vous allez nous dire, le reste de la France, la France périphérique, disait Guy Lui. Comment vous pouvez décrire cette fragmentation aujourd'hui, et d'ailleurs avec un peu de recul d'une vingtaine d'années, tout ça s'est joué sur une vingtaine d'années environ? Il y a des tensions, les fragmentations, les mots un peu trop forts, je m'en méfie, puisqu'en plus, moi, j'ai passé toute ma carrière professionnelle à essayer de faire coopérer les ruraux, les urbains, dans l'intercommunalité, les élus et le monde économique. Donc, j'essaie plutôt de réconcilier, de faire coopérer, sans avoir une vision, comment je dirais, trop irénique des choses. Il y a des tensions, il y a en effet toujours des rapports de force entre territoires, entre grandes villes, villes moyennes, entre régions, mais le but de l'aménagement du territoire, c'est d'arriver à refaire une sorte de composé plus harmonieux. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a eu Paris des airs français et derrière nous sur beaucoup de choses, pas sur tout. Il y a des phénomènes, certains secteurs sur lesquels on a totalement recentralisé à Paris un certain nombre de choses, comme par exemple la fonction de la finance, par exemple l'audiovisuel, on a des reconcentrations franciliennes de certaines fonctions, mais grosso modo maintenant le territoire français est plus polycentrique, s'appuie sur des métropoles régionales, sur une réorganisation du territoire, sur un terreau, un tissu de villes moyennes qui font que la France quand même a finalement une sorte d'occupation de son territoire qui se fait aussi bien dans des ruralités, autour de petites villes, de bourgs-centres, de villes moyennes, de capitales régionales, de plus grandes métropoles. Donc on a quand même, je dirais, toute une graduation du territoire français avec une répartition. Voilà, aujourd'hui, il y a à peu près 1250 groupements de communes qui permettent de voir un peu la géographie française. Il y a un gros tiers dans les métropoles, 40% dans les agglomérations de taille moyenne, taille intermédiaire, et un gros tiers de la population dans des territoires à caractéristiques plus rurales, organisés autour, encore une fois, d'un bourg-centre, d'une petite ville. Donc il y a une sorte de physionomie assez harmonieuse du territoire national, mais on a bien senti depuis une dizaine ou une quinzaine d'années que ce qui était dynamisme économique, tout ce qui tirait un petit peu la croissance économique, les créations d'emplois, se faisait un peu exclusivement au profit de certains territoires, certaines métropoles, pas toutes, mais très fortement marquées par l'attraction vers les façades littorales et notamment les façades atlantiques. Oui, c'est les fameuses grandes aires urbaines. Et j'ai lu, là, j'ai étudié votre prose quand même avant de vous recevoir. Je m'informe que vous précisiez dans un document que 83% ou 81% de la croissance française est concentrée dans les grandes aires urbaines de plus de 500 000 habitants, et c'est un record parmi les pays de l'OCDE. Ça, c'est quand même un élément frappant. Et c'est un élément qui est au cœur d'une disparité qui s'est accentuée donc là, entre 2000 et 2019, entre ces 20 dernières années. Oui, nous allons peut-être y revenir, mais on a changé de modèle économique, et le nouveau modèle économique français sur lequel je travaille, je prépare un essai, puis j'ai fait un certain nombre d'articles sur le sujet, c'est fait quand même au profit d'un certain nombre de réalités spatiales, et notamment de ces grandes aires urbaines,
C'est là où on a pu parler, même si le mot je trouve imprécis, de France périphérique, parce qu'en fait elles sont assez nombreuses, ces aires urbaines, et toutes ces aires urbaines de 500 000 habitants n'ont pas profité de la même façon, on va y revenir. Mais en tout cas, un certain nombre de ces aires urbaines ont connu le grand dynamisme, c'est Bordeaux, c'est Toulouse, c'est Montpellier, c'est Rennes, Nantes, etc. Et c'est vrai que l'OCDE, ça m'avait frappé, avait fait un travail comparé qui montrait quand la France, en effet, a connu le taux de concentration de sa croissance, de la croissance du PIB, dans ces grandes aires urbaines qui étaient en effet records, et de très loin, hein. La moyenne des pays de l'OCDE, c'était à peu près 53% de cette croissance qui était captée par les grandes aires urbaines. En France, voilà, on est au-delà de 80%. Donc ça, c'est en termes de croissance des valeurs ajoutées, ce qui forme le PIB. Mais si on regarde aussi la polarisation, et surtout après la crise de 2008, la polarisation des créations d'emplois, là aussi la concentration est extrêmement forte. Donc ça, je pense que ça déforme un petit peu la répartition des activités sur le territoire national, et ça crée des tensions, parce qu'en plus, ces créations d'emplois se font dans des territoires, on va peut-être y revenir, qui sont marqués par des tensions extrêmes sur les prix du logement, le coût de l'immobilier, oui, etc. on parlera du logement. Donc voilà, entre des territoires qui sont rentrés en déprise, qui perdent beaucoup d'emplois, et d'autres qui sont un peu les gagnants, entre guillemets, mais qui ont les contreparties de cette attractivité très forte, on voit bien que ça s'est très fortement tendu depuis quelques années. Donc nous avions eu 2 décennies marquées par une très forte transformation de notre modèle économique qui, en effet, ont profité de manière très inégale au territoire français. Et c'est là, je pense qu'il faut en effet repenser en termes d'équilibre économique, de réorganiser un petit peu les équilibres économiques régionaux en France. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu le phénomène de la mondialisation, de la globalisation, que naturellement ont porté les grandes agglomérations à devenir des grands hubs logistiques et autres, etc., notamment les villes littorales. Donc ça, c'est un mouvement global. Mais la France a été au-delà de la moyenne, c'est ça qui est intéressant à voir. Est-ce que vous pensez qu'on a une baisse de la qualité de notre stratégie d'aménagement du territoire qui a pu aussi conduire à ce résultat ? Début des années 2000, moi je suis encore à la data, on essaye d'avoir une réflexion sur ce qu'on appelait un peu le polycentrisme, un maillage polycentrique du territoire national pour rentrer un peu de manière unie, compacte dans cette globalisation. Bon, le terme, il faut le réinterroger aujourd'hui, mais c'était aussi marqué par l'unification monétaire, l'intégration renforcée du continent européen. Nous avons en effet essayé de rentrer un peu, je veux dire, en bon ordre dans ce nouveau monde des années 2000. Et il y avait une stratégie encore un peu sur la table. Il y avait aussi prévu par les lois d'aménagement du territoire des stratégies sur l'organisation des grands services et équipements collectifs, universitaires, grands réseaux, etc. À mon grand regret, tout ça a petit à petit disparu au profit d'une grammaire très compétitive, la transformation de l'action publique qui s'est faite surtout par appel à projet, mise en concurrence, et plus véritablement de vision stratégique de l'aménagement du territoire. Alors je pense que voilà, maintenant on en revient, et c'est heureux, mais c'est vrai qu'on a eu une période qui a été plutôt marquée par un abandon de toute stratégie, toute réflexion, de voir quelles étaient les régions qui profitaient notamment par exemple de la zone euro, celles qui subissaient ces contre-coups. On a vu s'accélérer les désindustrialisations, les fermetures d'usines dans cette période-là. Donc certains types d'activités ont beaucoup gagné de l'ouverture, d'autres moins. Et c'est logique, c'est pas nouveau d'ailleurs qu'il y a dans les dynamiques comme ça d'ouverture internationale, certains des gagnants, des perdants, et normalement on doit accompagner ces phénomènes par des politiques un petit peu d'accompagnement, de réindustrialisation, de revitalisation, et là on l'a peut-être pas assez fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors les années 2000 aussi sont portées par, je dirais, un certain optimisme, parce qu'on a un regain démographique un peu partout en France, beaucoup de territoires en France gagnent de la population, et ça a été finalement un pain blanc qui a été assez vite mangé, puisqu'on est aujourd'hui plutôt en retournement de ces dynamiques-là, en vieillissement accéléré, baisse de la démographie, et donc les dynamiques un peu sur lesquelles on a surfé dans les années 2000 se sont un peu éloignés. Notre économie s'est transformée au profit d'activités plutôt de services à la personne. C'est un peu le paradoxe que je souligne dans certains de mes articles, c'est que la globalisation fait qu'on achète beaucoup plus à l'extérieur les biens d'équipement, les biens alimentaires que nous consommons. Nous n'avons plus dans Made in France, dans nos consommations de biens matériels, qu'un gros tiers de nos consommations. En revanche, ça a été la grande période de développement de services à la personne qu'on a encouragé. Le pouvoir d'achat a été finalement assez protégé
protégés par l'euro. Donc on a vraiment favorisé tout ce activité de proximité, activité de service au détriment de nos activités productives. Et ça a eu quand même une traduction spatiale, géographique. C'est des territoires qui étaient très spécialisés dans l'industrie, etc., ont été un peu mis en compétition, beaucoup souffert, beaucoup perdu, alors que des territoires d'accueil, d'activités, ce qu'on appellerait des activités résidentielles, ont davantage gagné. Donc on est allé trop loin dans cette déformation, et tout le débat aujourd'hui, c'est voir comment on rééquilibre un peu le modèle économique national. Oui, vous écrivez dans un de vos articles, vous parlez de l'érosion accélérée de la sphère productive. Vous soulignez que ça a des conséquences démographiques, dont on a parlé, une intercommunalité sur 2 est en décroissance démographique, un département sur 3 perd des habitants. Avant de faire la pause musicale, un petit peu de géographie, moi j'aime beaucoup la géographie. J'ai vu que vous parliez, c'est peut-être pas vous qui avez inventé le concept, d'une part, le U de la croissance, Rennes-Saint-Jean-de-Luz, et de la diagonale Saint-Malo-Genève. Alors ça, c'est quoi ? C'est les deux concepts géographiques qui désignent les gagnants ? Alors la diagonale Saint-Malo-Genève, c'est très vieux, c'est le baron Dupin au 19e siècle, mais simplement cette diagonale qui séparait la France plus éduquée, industrielle, qui était au nord de cette diagonale, et qui l'opposait à la France de l'Ouest, la France du Grand Sud-Ouest, où il y avait plutôt des structures productives plutôt agricoles, un niveau éducatif inférieur, etc. Maintenant, finalement, on est dans une sorte d'inversion. Les problématiques sont différentes, mais on a plutôt au-dessus de cette diagonale Saint-Malo-Genève des territoires en difficulté, des soldes migratoires au sens des populations qui ont plutôt tendance à quitter ces territoires. En tout cas, celles qui partent sont plus nombreuses que celles qui arrivent. Et c'est la ruée un peu vers les grands suds, vers le sud-ouest, vers les façades atlantiques, et y compris dans les activités productives. Donc cette diagonale, en effet, je la fais revivre, mais pour montrer que les dynamiques sont totalement inverses. On passe au U de la croissance, Rennes-Saint-Jean-de-Luz. Le U de la croissance, c'est pas que Rennes-Saint-Jean-de-Luz, parce que ça part un petit peu de Rennes, Saint-Malo, Rennes, Nantes, Bordeaux, l'axe de la Garonne, Montpellier, ça remonte par le couloir rhodanien. C'est une expression qu'emploie l'INSEE, moi aussi je l'emploie depuis quelques années. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a bien sûr toujours les dynamiques franciliennes qui ne sont pas en toute chose, et il y a les grandes métropoles et les villes moyennes aussi très dynamiques qui sont situées sur ce U qui capte l'essentiel de la croissance démographique et économique française. Alors, nous allons parler de cette érosion de la sphère productive et de la question de la réindustrialisation des territoires, qui est quand même très en débat aujourd'hui. Ça fait la une de l'actualité très souvent. Mais avant, on va faire une pause musicale, une pause nostalgie, la nostalgie des jours heureux. Alors, c'est Charles Trenet, bien sûr. C'est la deuxième fois que vous l'entendez. Il y a quelques mois, je vous ai déjà fait entendre Charles Trenet, mais c'était pas la même chanson. Là, bien sûr, c'est nos pays. Alors, c'est Douce France. C'est la nostalgie des jours heureux. Et la nostalgie, c'est cette douce maladie de l'âme sans laquelle les poètes pourraient mettre la clé sous la porte. Charles Trenet, le maître. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. De retour dans le studio de KTO Radio, où je reçois aujourd'hui Nicolas Portier, spécialiste de l'aménagement du territoire, et nous parlons bien sûr de ces enjeux territoriaux aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé en première partie des disparités socio-territoriales, et là j'aimerais bien que nous parlions de la réindustrialisation des territoires. On parlait de cette érosion accélérée de la sphère productive pour certains territoires, un peu laissés pour compte en quelque sorte, et on parle aujourd'hui, c'est dans le débat public, de réindustrialisation. C'est un leitmotiv de tous les politiques, hein. Ça apparaît comme une priorité nationale. Est-ce que c'est un vœu pieux, des paroles de politiciens, ou une réalité? Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique partagée, au-delà des partis politiques, même par l'ensemble de la sphère publique ou de la sphère de décision française sur cette question de réindustrialisation des territoires? Sur le papier, je crois que oui, il y a consensus. Maintenant, la plupart des formations politiques, c'était pas encore gagné une dizaine d'années. Certains y voyaient comme mettaient la réindustrialisation comme une idée qui coulait la France. Des économistes disaient ça. Bon, il y a eu quand même, tournant des années 2000 dont je parlais tout à l'heure, une adhésion assez large. On l'impute à un chef d'entreprise de l'époque, mais en fait, c'était une idée dominante dans beaucoup de secteurs, que les pays à la frontière technologique, les grands pays développés, pouvaient sous-traiter à l'autre bout du monde, dans les pays ateliers, la fabrication des biens concrets. Oui, et qu'on allait se recentrer sur la conception, le financement, la R&D. Un pays de col blanc, en quelque sorte. Oui, un pays de col blanc, mais enfin ça venait des États-Unis, c'était la stratégie américaine, c'était grosso modo tout ce qui était hardware pouvait être envoyé à l'autre bout du monde. C'est Apple qui a fait fabriquer on ne jugeait d'ailleurs que par le numérique à l'époque, par l'informatique, et Apple était le premier à faire fabriquer ses téléphones en Chine. Bon. Et c'était un modèle qui s'est imposé dans beaucoup de secteurs. Et la plupart de nos grands groupes industriels sont un peu rentrés dans cette logique-là, en disant qu'ils allaient être ensembliers de biens venant soit d'Europe centrale. Alors, on va assembler, mais, voilà. Mais c'est fait. Et on gardait les pièces sont voilà. Notre industrie automobile a fait de l'assemblage, et petit à petit, toute une partie de la valeur ajoutée a commencé à fuir. Et l'économie française est rentrée, je dirais, assez fortement dans ce modèle, je dirais, assez britannique et américain, qui l'ont pratiqué aussi, au prix, évidemment, au bout de 20 ans, de déficits commerciaux qui se sont creusés. Nous sommes excédentaires en balance commerciale en 2002. 2022, on atteint le record avec les problèmes d'énergie que nous avons eu, le renchérissement du coût du gaz. En plus, notre production électrique était en berne. Donc, on a atteint 160 milliards de déficits commerciaux. Quand on a commencé à être à 10-15 milliards dans les années 2003-2004 déficits commerciaux, c'était un gros problème d'alarme nationale. Vous voyez, on est rentré dans cette idée que c'était finalement pas si gênant. Je crois que là, on arrive à un moment limite où il va falloir quand même rééquilibrer nos balances commerciales. Nous sommes, comme les Anglais et les Américains d'ailleurs, marqués par ces grands déficits qui vont de pair souvent avec des déficits budgétaires d'ailleurs. Donc on a totalement déformé notre modèle économique, on fabrique beaucoup moins. En revanche, nous avons des grands groupes industriels très puissants qui ont joué justement la globalisation, qui aujourd'hui, ces grands groupes industriels continuent d'être présents en France sur les fonctions de sièges sociaux, de décision, de financement, de conception, de recherche, développement, mais la partie fabrication, les usines en quelque sorte, ont beaucoup diminué. C'est pour ça que l'industrie ne reprend plus qu'à peu près 10% de notre PIB. Quand on prend, comment je dirais, la partie vraiment de fabrication de l'industrie. Si on prend l'industrie dans une conception plus large, nos grands groupes industriels représentent davantage dans l'emploi. En revanche, ces grands groupes industriels sont devenus des champions mondiaux. C'est que nous avons un capitalisme hexagonal qui est très puissant, qui emploie presque 7 millions de salariés dans le monde. C'est plus que les Allemands. Donc ce sont des grands groupes déployés au niveau mondial, souvent numéro 1 ou dans les 3 premiers mondiaux dans leur secteur. Donc nous avons toujours des très beaux groupes nationaux.
En revanche, leurs effets d'entraînement sur l'économie française, c'est ma préoccupation, c'est un peu cela que j'écris dans un certain nombre d'articles, c'est que ces grands groupes devraient un peu plus avoir d'effets d'entraînement sur nos territoires, sur nos régions, sur nos bassins d'emploi qui ont beaucoup souffert. Et j'attends beaucoup, en effet, du nouveau contexte économique, les nouvelles transitions. Maintenant, bon, c'est un peu triste, mais de voir le retour des industries de défense, ça fait sourire des territoires qui ont beaucoup souffert des restructurations des années 90, des années 2000. Des Bourges, des Tarbes, des Roanne qui étaient, qui fournissaient le GIAT à l'époque, etc., ont beaucoup souffert. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, on a une tendance dans beaucoup de pays, pour des raisons de souveraineté, une tendance à la réindustrialisation. Le monde un peu offshore où on externalise en Chine ou ailleurs, il n'y a pas que la Chine. Nous avons beaucoup, nos approvisionnements viennent beaucoup d'Europe centrale, voire de pays partenaires. Et nous sommes déficitaires dans nos échanges commerciaux à peu près avec tous les pays partenaires de la zone euro. Donc nous avons beaucoup consommé, nous avons profité de l'euro pour avoir un pouvoir d'achat augmenté, mais notre modèle est parti uniquement sur la consommation. Mais là, en effet, il faut réindustrialiser. Je crois que tout le monde en a pris conscience maintenant, c'est le comment. Comment on donne de la visibilité aux industriels, de la compétitivité à nos sites, une réglementation stable, de la fiscalité stable, des territoires qui soient accueillants avec l'industrie. Ce n'est pas le cas partout. Nous avons beaucoup de projets de réimplantation d'industrie qui se heurtent à parfois des questions légitimes, de disponibilité de ressources en eau, de disponibilité foncière, de disponibilité énergétique. Donc il faut arriver à travailler un peu l'attraction. Ça veut dire qu'il y a des gens au plan local qui peuvent freiner éventuellement. Partout, mais parfois pour des raisons qu'on peut comprendre, mais le projet, par exemple, Imerys pour faire du lithium dans l'Allier donne lieu à un débat public assez vif pour arriver à faire des industries propres, à Soissons, sur de la laine de verre. Il y a des manifestations de rue. Il y a le groupe Le Duf près de Rennes qui a abandonné un projet industriel. Parfois, il y a des raisons objectives. Il ne faut pas non plus effacer les préoccupations que peuvent avoir des populations. En revanche, la tolérance avec des projets industriels, le risque technologique, ça ne se trouve pas partout. Alors c'est vrai que ce sont souvent des territoires qui ont une tradition, un savoir, une habitude industrielle, des territoires assez ouvriers, qui eux se félicitent de voir revenir des usines. C'est Dunkerque. Les usines, ça ne les dérange pas dans le paysage. Non, et puis ils aiment cette culture-là. Vous allez à Port-Jérôme, entre Rouen et Le Havre, et vous avez une population qui aime l'industrie. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi une occasion de remettre de l'industrie dans les territoires qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation, et la réindustrialisation devrait, à mon avis, il faudrait des aides spécifiques pour que, on remette dans ce mouvement de réindustrialisation, on remette à l'honneur ces territoires qui d'abord ont des savoir-faire, une culture, une forte acceptation de l'industrie qui est diverse. Il y a des industries de base qui sont génératrices d'externalités, comme on dit, de nuisances, de pollution. Il y a de l'industrie très propre. Il y a 1000 façons de faire de l'industrie. Surtout qu'il y a des investissements énormes sur la décarbonation des process industriels. Alors oui, on va y venir parce que c'est le gros levier. C'est-à-dire que, première chose, depuis 2016-2017, on a commencé à voir se rééquilibrer les choses. Plus d'ouverture d'usines que de fermeture. On a commencé à revoir des secteurs qui créaient plus d'emplois qu'ils n'en détruisaient. On était à peu près à l'équilibre. On a eu une mauvaise année 2024, mais on a encore quand même des belles perspectives. Et on voit revenir sur tout ce que je n'avais pas vu depuis mes jeunes années d'Atar, quand on avait installé Toyota à Valenciennes. On voit revenir des grandes usines de plusieurs milliers d'emplois, ce qu'on ne voyait plus ex nihilo, que ce soit à Dunkerque, à Belfort, à Saint-Avold, etc. Des grands projets qui représentent une transformation des économies territoriales. Il va falloir trouver les compétences. Donc il faut aussi que les familles orientent des jeunes vers les métiers de fabrication, et c'est pas toujours simple. Électromécaniciens, etc. On a besoin de soudeurs, on a besoin de chaudronniers, on va aussi repartir sur des sites nucléaires, donc on a une relance de toute notre industrie du nucléaire, parce que et avec les transitions énergétiques écologiques, on a 60-70% des nouvelles installations industrielles que nous voyons fleurir dans les territoires sont liées à ces grandes transitions. Économie circulaire, recyclage, électrification des procédés, demain usines de batteries, etc. Et si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à creuser nos déficits commerciaux. Plus nous soutenons les achats de véhicules électriques, de pompes à chaleur, plus aujourd'hui nous importons. Donc il faut en effet que l'Europe
elle en prend conscience petit à petit, mais aussi que la France se mette dans une stratégie de réindustrialisation de ses propres territoires. Et ça va nécessiter du foncier, des compétences, de la visibilité pour les industriels, un environnement favorable. Alors ça, c'est ce qui est entre les mains de la puissance publique. Oui. Mais la décision d'implantation, c'est du privé, donc c'est les grands groupes qui décident où ils implantent, mais il y a quand même une capacité de la puissance publique à orienter, par exemple, vers les territoires qui ont justement beaucoup souffert, les territoires de la France profonde, qui ont souffert de la désindustrialisation, pour voir revenir. Est-ce qu'on a ces leviers, ou est-ce qu'il faut se compter sur la bonne volonté des grands groupes? Parce qu'après tout, les grands groupes, et c'est ma question un peu un tiroir, après tout, les grands groupes, ils incluent parfois dans leur politique RSE, responsabilité sociale et environnementale, leur inscription dans les territoires maintenant, j'ai vu ça. Et donc le fait de pouvoir faire vivre des territoires qui souffrent. Oui, il faut mettre un T à RSE, et d'ailleurs de plus en plus de groupes y viennent, et c'est une très bonne chose. Un T pour territorial. Oui, et puis on voit très très bien les territoires très amicaux, les groupes très amicaux avec les territoires. Le champion, je pense que c'est le groupe Hermès, qui crée le plus d'emplois d'ailleurs en France. Et puis il y a parfois ces groupes étrangers qui sont très amicaux avec nos territoires. Toyota peut-être plus créé d'emplois dans l'automobile que nos groupes historiques. Donc il faut regarder en effet faire monter cette préoccupation de responsabilité de nos groupes dans les territoires, dans la montée aussi en compétences, formation continue, etc. Ils en ont les capacités. La puissance publique doit aménager tout ça. Alors d'abord, il y a quand même une industrie qui est quand même très liée à la commande publique historique. Oui. Toute la filière nucléaire, là, qui est en train de refaire les beaux jours de Framatome, d'EDF, etc. C'est des chantiers quand même. Les 6 réacteurs, c'est 100 milliards d'euros d'investis. Ça va nécessiter aussi toute une industrie aujourd'hui de mise à niveau de notre réseau électrique national. Quand on paye, on peut avoir des exigences. Oui, et on voit très bien que ce qui fait aujourd'hui tourner tous les câbliers, par exemple, le recyclage du cuivre pour tout ce chantier de sécurisation de notre modèle énergétique de demain, c'est une commande publique considérable que le réseau de transport de l'énergie, RTE, va faire, Enedis, etc. Donc vous avez quand même toute une partie de l'industrie, je ne vous parle même pas de l'industrie de défense, qui fonctionne en lien très très étroit avec la décision de la puissance publique. Donc il peut y avoir quand même une stratégie industrielle déjà sur un cœur d'activité qui est quand même très très important si vous prenez tout ce qui est grande transition énergétique. Et après il y a des aides. C'est vrai qu'il y a 20-25 ans, la tendance, c'était d'interdire les aides aux industriels. Les aides financières. Oui, c'était des règles européennes pour éviter les concurrences entre pays. On est allé sans doute trop loin, et maintenant, il y a une plus grande tolérance au niveau européen pour accepter des programmes sur les filières, justement, des grandes transitions, qu'on puisse mettre sur la décarbonation, qu'on puisse mettre des subventions publiques. Donc ça redonne quand même des leviers d'action importants à la puissance publique. Par ailleurs, la puissance publique est très importante dans le financement de la recherche. Le gros du financement de la recherche publique, notamment très amont, c'est quand même très lié à la puissance publique. Il y a quand même des aides à la recherche à travers le crédit d'impôt recherche, donc ce sont quand même des milliards dépensés. Donc il y a quand même des moyens d'orienter la réindustrialisation. Au niveau local se jouent les enjeux de formation professionnelle avec les régions pour trouver les compétences. Se joue au niveau local des communes, mais surtout des intercommunalités de plus en plus, l'accueil dans les territoires, c'est-à-dire les parcs d'activités de demain, les parcs d'activités industrielles, ça c'est aménagé par les collectivités. Donc en s'organisant bien, en donnant des réponses de long terme, parce que l'industrie c'est du long terme. Or l'économie c'était un petit peu orienté vers le court-termisme, la financiarisation c'était le retour sur investissement sur 3-4 ans. Quand vous rentrez dans des logiques industrielles un peu lourdes, avec la nouvelle révolution industrielle dans laquelle nous sommes, il faut avoir de la visibilité à 15-20 ans. Bon. Et donc c'est là où la puissance publique est attendue pour redonner des signaux clairs. Et donner un peu de sécurité aussi, visibilité, sécurité. Alors il y a un programme qui s'appelle Territoire, le programme Territoire. En quoi consiste-t-il? On parle c'est je me suis complètement trompé, non, c'est Territoire d'industrie. Il y a un programme qui s'appelle Territoire d'industrie. Est-ce que ça correspond à ce que vous nous dites, à cette volonté stratégique? Qui l'a mis en place déjà ce Territoire d'industrie? C'était le gouvernement d'Édouard Philippe en novembre 2018, qui répondait d'ailleurs à la demande des intercommunalités de France, dont j'étais le délégué général. Nous avions fait un appel à un nouveau pacte productif au printemps 2018 avec les agglomérations françaises lors de leur journée pour dire, on était au début d'un premier quinquennat du président Emmanuel Macron, on parlait à l'époque cœur de ville, le commerce de centre-ville, on disait mais il faut quand même sortir, donner une réflexion à nos stratégies économiques qui soient quand même plus industrielles, et on avait montré que les élus des agglomérations, des communautés
communautés de communes étaient très engagés pour la réindustrialisation et qu'il fallait pas uniquement penser la réindustrialisation uniquement par des start-up. C'est très intéressant, les start-up, mais une vision quand même un petit peu centrée uniquement sur les grandes innovations de rupture, etc. L'industrie de tous les jours, elle n'est pas faite que de ça. Et donc, il fallait aussi partir d'une logique un petit peu plus ancrée dans les territoires français et essayer de voir s'il y avait des territoires qui voulaient s'engager sur un programme d'accompagnement un peu par les agences de l'État, par différents acteurs pour s'impliquer dans un chantier de réindustrialisation. Et donc on avait à l'époque identifié les territoires qui avaient un pourcentage d'emploi industriel important et proposé un accompagnement. Alors ces territoires d'industrie, maintenant c'est quasiment à peu près la moitié des territoires français, souvent en dehors des métropoles, mais certaines métropoles sont également territoires d'industrie. Et c'est copiloté localement par un élu local d'une intercommunalité et un industriel. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de partir de leurs besoins de terrain, s'ancrer et les accompagner en sur-mesure, si vous voulez, dans cette démarche. Il y a quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une intercommunalité, un groupe de maires se réunissent. Nous, il nous faudrait sur notre territoire une industrie, on a besoin de 120 emplois industriels, comment on fait quoi Déjà, c'est de se dire, il faut élus industriels travailler ensemble pour se donner les moyens d'eux. Ça tombe pas du ciel, ces emplois, mais c'est de répondre, si vous voulez. Surtout quand on a été en reprise économique de ces dernières années, on a vu que beaucoup de territoires avaient finalement été freinés dans leur redynamisation industrielle par des problèmes de compétences, par des problèmes de terrain, par des problèmes de... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la main-d'œuvre. Oui, et puis parfois il y a des cadres qui viennent pas dans certains territoires parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un logement, parfois. Des ingénieurs. Voilà. C'est là où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de verrous. Tous les grands projets industriels qu'il y a en ce moment à Dunkerque, il y a 15 000 emplois, 12 000, 15 000 emplois qui sont prévus dans les prochaines années. Ça va nécessiter besoin en logement, d'équipements éducatifs. Donc le territoire est très aux manettes, mais a besoin d'un accompagnement pour faire face aux besoins de compétences, aux besoins d'équipements collectifs, aux besoins de dessertes en transport de la zone industrialo-portuaire de Dunkerque. Et c'est des sujets extrêmement territoriaux. Et donc ce programme territoire d'industrie a vraiment créé une dynamique de terrain qui est reconnue. La Cour des comptes a produit un rapport qui est assez critique parce que trouve que les moyens mobilisés par l'État ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, mais elle est plutôt très positive sur l'état d'esprit, les dynamiques de concertation entre les élus et l'industriel. Et ce travail se fait bien sûr sur des projets très très concrets. Hein. Oui. Alors, avant de faire la deuxième pause musicale, vous parliez de transition énergétique. Ça crée concrètement des emplois industriels en France, la transition énergétique dans nos territoires? Il faut libérer le potentiel, mais tout ce qui se crée aujourd'hui en termes d'emplois industriels, de dynamique, enfin tout, une grosse partie de ce qui est en train de s'installer, que ce soit des usines de panneaux photovoltaïques, parce qu'aujourd'hui ils sont massivement importés de Chine, c'est que ça soit vers Sarreguemines ou que ce soit à Fos-sur-Mer, ce sont les grands sites qui vont créer des emplois. Les industries de batterie qui se créent aujourd'hui dans la vallée de la batterie dans les Hauts-de-France, ce sont des usines totalement liées aux transitions. Tout ce qui est en train de se créer dans le Pays Basque ou ailleurs en termes de recyclage des métaux, parce que vous savez que les transitions énergétiques et écologiques vont être très consommatrices, on va passer d'une dépendance à l'autre, on va se défaire des fossiles, mais on va dépendre de nouveaux métaux. Donc si on ne veut pas extraire des métaux, il va falloir déjà recycler ce qu'on a. Et donc tout cela, c'est en effet très créateur d'emplois, et ça va permettre de compenser les emplois qui vont être détruits, parce que ces transitions vont aussi détruire des emplois. Oui, donc la transition énergétique, c'est pas seulement des freins et des bâtons dans les roues, on voit bien. Hein. Voilà, parce que parfois, il y a quelques excès aussi, peut-être dans la transition énergétique, sur certaines exigences ou normes, etc. Mais il y a aussi une réalité qui est le fait que tous les investissements énormes qui sont faits dans ce domaine créent des emplois. Alors on va faire une deuxième pause et après, si vous voulez bien, Nicolas Portier, on parlera du logement. Ça, c'est une question très importante. Logement et territoire, crise du logement. Et en attendant, on va écouter Michel Polnareff. Michel Polnareff et sa lettre à France. Alors je poursuis dans la nostalgie. Et, chers auditeurs, si vous trouvez que j'en fais trop dans la nostalgie, vous m'écrivez à KTO Radio et promis, je me corrigerai. Mais en attendant, je vous propose les délicieux arpèges mineurs de Polnareff. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi et je pense à toi tout bas.
De retour sur KTO Radio, nous avons dans le studio aujourd'hui Nicolas Portier, spécialiste de l'aménagement du territoire. Alors nous avons évoqué beaucoup de choses durant cette émission. On a parlé des disparités socio-territoriales, on a parlé de la réindustrialisation des territoires. Et on va parler maintenant de la question du logement. On ne peut pas dire que la France soit dans une croissance démographique extrême avec une natalité florissante, et pourtant il y a une crise des logements, et pourtant encore on en a construit beaucoup ces 20 dernières années. Alors que se passe-t-il? D'où vient cette pénurie de logements? Nous avons en effet un taux de construction parmi les meilleurs d'Europe pour 1000 habitants. Mais nous n'avions pas vraiment anticipé au cours des 20 dernières années les changements de la composition sociologique des ménages et les besoins en logement. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes par logement, avec le vieillissement de la société, mais aussi les phénomènes de décohabitation, les besoins de logement étudiants. Donc on voit très très bien que... Il y a les familles recomposées aussi, logements là où il en fallait qu'un. Voilà, et puis il y a pas mal de personnes qui ont transformé des logements en résidences secondaires. Donc voilà, il y a un certain nombre d'évolutions sociologiques ont fait que les besoins au logement ont été plus rapides que la croissance démographique. Alors les choses vont peut-être se transformer avec aujourd'hui les bifurcations démographiques, changement de profil. On ne sait pas encore très bien comment les personnes vont vouloir, le quatrième âge va choisir entre structures collectives, EHPAD, on voit bien les effets qu'a laissé le Covid, et vieillir chez soi. Ouais. Donc en effet, dans les mutations des biens, donc de l'occupation du parc du logement, nous avons des transformations qui sont encore difficiles à mesurer. Par ailleurs, si on refait de la géographie, nous avons des logements vacants, on en parle toujours, mais les logements vacants sont des endroits où il y a des baisses de population. Nous avons un certain nombre d'agglomérations qui sont en décroissance démographique, où il y a des logements vides, parce que les besoins ne sont pas là. Il y a parfois des agglomérations qui sont en décroissance démographique, mais il manque des logements adaptés à des nouveaux besoins, à des familles, etc. Donc nous avons tous les profils. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, avoir une approche très, très géographique et territoriale de la politique du logement. Et nous avons surtout des pénuries de logements dans ces territoires peu nombreux, nous avons parlé il y a un instant, qui attirent la croissance démographique et économique. C'est là où nous avons cette crise du logement, les tensions sur les marchés du logement, des difficultés à produire et surtout à produire des logements pas chers. C'est que nous avons maintenant en effet eu en 20 ans, pour des tas de raisons, nous avons eu une croissance exorbitante des prix de construction du logement, les coûts fonciers. Nous avons eu des prix parisiens qui commencent à être atteints dans les Savoies, qui commencent sur les littoraux atlantiques, des prix en effet qui sont d'ailleurs de plus en plus éloignés des capacités du revenu des ménages. Et nous avons en effet une bulle immobilière dans les prix qui a été largement liée à la politique des taux d'intérêt, en fait, qui a solvabilisé les prix. Les taux d'intérêt bas. Les taux d'intérêt bas qui ont permis de solvabiliser la demande, et beaucoup plus fortement qu'on a produit. Donc l'inflation des prix de l'immobilier qui fait que dans certaines métropoles comme Bordeaux, c'est le record, on a eu 350% d'augmentation. Oui, 234% en 20 ans, c'est 140% d'augmentation en moyenne nationale, mais ça monte à plus de 250% dans les grandes métropoles de la Croissant, Paris, etc. Alors c'est les villes intramuros, c'est un peu moins cher en périphérie, c'est pour ça que beaucoup de nos concitoyens vont chercher des logements en périphérie. Les emplois sont de plus en plus concentrés dans les pôles urbains de ces territoires très attractifs, mais les logements se sont beaucoup plus diffusés dans les périphéries urbaines, la première, la deuxième couronne, et c'est le phénomène de périurbanisation accélérée que nous avons connu au cours des 25-30 dernières années. On voit bien qu'on veut inverser ce modèle, mais il faut penser ensemble emploi, logement et bien sûr transport. Donc nous avons une crise multiforme en fait. Tout le monde ne parle pas de la même chose dans la crise du logement. Combien faut-il de logements? C'est une mesure un peu, un débat assez théorique, souvent le chiffre un peu de 500 000 logements, qui est une sorte de mantra est évoqué, mais c'est surtout une logique un peu de construction immobilière. C'est aujourd'hui le Trésor, de certains départements de Bercy, les spécialistes aussi, les transitions écologiques disent qu'on pourrait très bien, avec 300 000 constructions par an, arriver à loger tout le monde. Mais après, évidemment, c'est la question de où
les construire et à quel prix. Nous avons vraiment un problème de coût du logement qui pèse de plus en plus dans le pouvoir d'achat c'est les dépenses contraintes des ménages et notamment des populations qui accèdent à la propriété ou alors qui sont dans le parc locatif. Et nous avons vraiment un problème dans beaucoup de territoires d'accès au logement qui devient un problème en effet réel, soit de mal logement, soit de coût du logement, notamment pour tous ceux qui ne sont pas propriétaires d'un logement remboursé. Les bénéficiaires, bien sûr, c'est ceux qui avaient été propriétaires. On sait qu'il y a à peu près 50% du parc locatif privé qui appartient à 1% des ménages. Eux ont plutôt, bien sûr, tant mieux pour eux, bénéficié des plus-values considérables que nous avons connues sur les prix du logement. Donc, les collectivités aussi, d'une certaine façon, ont profité parce qu'elles perçoivent des droits de mutation sur des prix qui ont été tirés très à la hausse. Donc, ça fait des recettes fiscales. Alors, après la crise du logement, c'est aussi qu'on a sorti du marché locatif des logements qui, au départ, étaient destinés à des salariés, etc. Et puis maintenant, c'est plus rentable de mettre sur Airbnb. Donc, vous avez des conflits d'usage dans certains territoires, notamment c'est les territoires très attractifs dont j'ai parlé tout à l'heure, où il faut à la fois trouver des logements pour les salariés, les seniors qui viennent prendre leur retraite à La Rochelle ou en Bretagne, et puis les touristes de passage. Donc, vous aviez des manifestations de rue dans le Pays Basque il y a quelques mois, parce que une grande partie, les jeunes Basques n'arrivent plus à se loger, à accéder au logement, et il y a toute une partie du parc qui part vers les plateformes touristiques, d'où la loi récente qui a été faite pour essayer de donner des instruments de régulation aux agglomérations, aux communes, pour éviter que le parc locatif file en effet sur des usages temporaires. Mais il se trouve que la rentabilité locative pour l'investisseur de mettre un logement sur Airbnb est du double ou du triple de louer à l'année pour un jeune ménage, par exemple, qui travaille dans le territoire. Et on parle d'assouplir les normes sur le logement, donc locatif. Il y a des normes aujourd'hui où on peut louer un logement à un certain nombre de conditions, notamment écologiques, thermiques, etc. On parle de l'assouplir. Est-ce que vous pensez que ça va se faire ? Parce qu'on est allé très fort avec le diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire qu'on a rendu ce diagnostic opposable avec l'idée de progressivement interdire la location de certains logements. Alors il fallait inciter en même temps les propriétaires à faire des logements décents. Oui. Je pense qu'il faut des pilotages beaucoup plus décentralisés, pour ma part, de la politique du logement. Oui. Je crois qu'il faut arrêter ces normes, grandes lois nationales, que ce soit les réglementations thermiques. On a mis un temps fou à les rendre un peu plus territorialisées, alors qu'évidemment le climat n'est pas le même à Montpellier, à Mayotte et dans les Hauts-de-France. Ça me semble une évidence. Donc il a fallu commencer à différencier un peu un certain nombre de règles. Et puis il faut donner plus la main, à mon avis, aux collectivités dès lors qu'elles donnent un peu satisfaction dans leur pilotage de cette politique. Parce qu'on voit très bien. Oui, et puis il y a beaucoup trop d'instabilité sur le diagnostic de performance énergétique. Il a beaucoup changé, etc. Alors après, pour louer, pour créer justement accompagner ce qu'on appelle le parcours résidentiel des ménages, entre ceux qui vont libérer un logement social pour aller vers le parc locatif privé ou qui vont accéder à la propriété, il faut justement avoir une approche très très locale. Or souvent ces politiques sont pensées un peu séparément, entre ce qui va être le passage dans un parc, dans un logement social par exemple, et puis ensuite un logement locatif mais de marché, et puis ensuite des ménages qui vont s'engager dans un parcours d'accession pour devenir propriétaires. Et cette logique de parcours résidentiel n'est pas totalement maîtrisé, sauf dans des agglomérations bien organisées, qui commencent maintenant à avoir vraiment une maîtrise de tous les instruments d'accompagnement. Je pense que nous pouvons progresser aussi fortement en France dans les incitations à libérer un logement pour évidemment rejoindre, évidemment, il faut que la personne soit volontaire, un logement plus adapté. Moi, je connais trop de personnes âgées qui ont du mal à entretenir un 4-5 pièces familiales. Évidemment, c'est très difficile psychologiquement de quitter le logement dans lequel on a vécu Mais on peut se dire que des incitations, une sécurité, un accompagnement permettraient d'aller vers des logements plus adaptés à des personnes qui voudraient vivre dans un petit immeuble équipé avec des services collectifs, etc. Donc on est fait dans l'occupation du parc. Dans ce parcours résidentiel dans les territoires permettrait à mon avis de répondre à certaines crises. Dernier point, et je finis sur ce sujet, le grand sujet aujourd'hui, c'est on a construit beaucoup de bureaux à nouveau.
Oui. Beaucoup de bureaux vides, notamment dans les métropoles très tendues où il y a des besoins en logement. Et tout l'enjeu, c'est de voir si ces bureaux, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais pas assez, peuvent être convertis, ces immeubles, voilà, sans les détruire pour les reconstruire, parce que ça, évidemment, ça a une empreinte énergétique et matérielle très très forte, mais d'arriver à convertir les parcs, mieux les occuper. Certains logements sont très grands, on peut en faire des plus petits. Voilà, on va avoir une réflexion sur le bon usage des biens, l'optimisation de nos bâtiments, parce que comme vous le savez, par rapport aux réglementations, ce qui fait beaucoup de débattre en ce moment, c'est, puisqu'il y a une proposition de loi qui est en cours de discussion au Parlement, c'est l'idée d'arrêter d'étaler la ville et de la reconstruire sur elle-même. Ça fait plusieurs années qu'on est dans cette direction. Oui, depuis l'année 2000, déjà dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain des années 2000, c'était déjà à l'agenda. Donc, ça veut dire qu'on concentre davantage. C'est maintenant le zéro artificialisation net, qui fait que on veut essayer de trouver des réponses sans continuer d'étaler la ville au détriment des espaces naturels ou des terres agricoles. Et ça, c'est un challenge qui est à peu près partagé par la plupart des élus, etc., cette sobriété foncière, mais c'est le comment atteindre cet objectif, ce fameux zéro artificialisation nette qui fait beaucoup jaser, et c'est comment trouver des solutions intelligentes pour arriver à répondre à tous les besoins sociaux, y compris de réindustrialisation, mais aussi de logement des personnes, sans continuer à s'étendre à l'infini dans des couronnes périurbaines. Alors ce zéro artificialisation net, donc c'était la loi climat et résilience de 2023, si je ne m'abuse. 2021, pardon. Merci de me corriger, heureusement que là, on invite des spécialistes pour ça. Hein. Et elle fait jaser, et il y a quand même une question là qui fait peur aux Français. On a l'impression que les pouvoirs publics, dans les grandes orientations qui ont été prises sur le logement, veulent la peau de la maison individuelle pour mettre tout le monde dans des immeubles et concentrer davantage de densité, etc. Est-ce que c'est vrai ? Mauvaise connaissance géographique, c'est-à-dire que... c'est le rêve des Français, la maison individuelle. Hein, oui, mais de toute façon, ce sont 85% des bâtiments résidentiels, les maisons. Aujourd'hui ? Oui, même dans les grandes villes. Alors une vision parisienne des choses, et encore Paris intramuros, où là c'est moins d'1% de maisons individuelles. Mais la vision du territoire purement haussmannien, c'est une vision qui est... Voilà, Paris intramuros, c'est 2 millions de Français, c'est d'ailleurs 3 millions au début du XXe siècle, donc c'est en train de se dédensifier très 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 vite, mais la France, c'est une France beaucoup de maisons. Donc vous dites pas de panique ? Mais il y a beaucoup de maisons de ville. En revanche, on a eu des modes d'urbanisation, de lotissement, avec un terrain autour, entouré de barrières, etc. On peut faire des maisons autrement. Hein. On peut faire plus dense, avec une satisfaction, avec des vraies rues. Donc cette idée, alors évidemment il y a à peu près, en termes de logement, il y a beaucoup d'appartements, hein. Il y a à peu près 55% de maisons individuelles pour 55% d'appartements, mais en termes de bâtiments, enfin en termes 45. Oui, à peu près. Mais sur le nombre de bâtiments, les maisons sont bien sûr prépondérantes. Et dans beaucoup de territoires, vous avez très très peu d'immeubles, dans des petites villes, etc. Donc il faut faire de la densité, ce qui ne veut pas forcément dire de bannir les maisons individuelles. Bon, vous nous rassurez un peu quand même, donc vous ne dites pas de panique sur cette question. Donc c'est pas demain qu'on aura la peau de la maison individuelle, mesdames et messieurs, rassurez-vous. Alors je vois qu'on touche la fin de cette émission, ça passe très vite, c'est 55 minutes, notamment quand on reçoit Nicolas Portier. Alors nous nous retrouverons le samedi 26 avril pour une nouvelle édition de Questions Écho. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis et merci infiniment Nicolas Portier de nous avoir éclairés. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Au revoir. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémart